Quand ma belle-fille m'a offert ce café avec un sourire doux, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'odeur était étrange, mais c'est de ma méfiance qui m'a sauvée et a révélé une vérité qui a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Solange Dubois. J'ai 73 ans et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais besoin de raconter cette histoire. Mais me voici, assise sur le balcon de mon appartement à Lyon, observant l'animation de la rue et sentant le besoin de partager avec vous ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai toujours été une femme de caractère. Ma mère m'a appris dès mon plus jeune âge qu'on n'abandonne pas les gens qu'on aime, même quand ils ne méritent pas notre amour. J'ai porté cette leçon avec moi toute ma vie, parfois même un peu trop. À 73 ans, après tout ce que j'ai vécu, je peux dire que j'ai appris la différence entre être bonne et être naïve. C'est arrivé un jeudi matin. J'étais dans la cuisine de la maison de mon fils, Marcel, en train de préparer le petit déjeuner pour les enfants, comme je le faisais tous les jours depuis 3 ans. Isabelle, ma petite fille de 16 ans, devait partir tôt pour le lycée, et Pierre, 13 ans, mettait toujours du temps à se réveiller. Ma routine était la suivante. Me lever à 5h30, tout préparer pour la famille, puis m'occuper de la maison pendant que Marcel et Viviane travaillaient. Viviane, ma belle-fille, se levait généralement vers 8 heures, toujours avec cet air de faire une grande faveur au monde en sortant du lit. Ce jour-là, elle est descendue plus tôt que d'habitude, déjà habillée, avec une jupe élégante et un chemisier que je ne lui avais jamais vu. J'ai trouvé cela étrange car elle n'avait mentionné aucun engagement particulier. Elle m'a salué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous savez, ce genre de sourire que l'on force parce qu'on a besoin de paraître sympathique, c'était exactement ça. Elle a dit qu'elle allait me préparer un café spécial, parce que je prenais toujours si bien soin de la famille. Ces mots ont sonné faux à mes oreilles, mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. Pendant donc qu'elle s'affairait à la machine à café, je finissais de mettre la table du petit déjeuner. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension que je n'arrivais pas à expliquer. Viviane était plus bavarde que d'habitude, commentant la météo, les voisins, tout ce qui lui passait par la tête. Mais je la connaissais depuis 6 ans, depuis qu'elle avait commencé à sortir avec Marcel, et je savais qu'elle ne devenait aussi loquace que lorsqu'elle était nerveuse. Quand elle m'a tendu la tasse de café, nos regards se sont croisés une seconde. Il y avait là quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas de l'affection, ni de la gratitude, c'était quelque chose de froid, de calculateur. Elle a dit qu'elle l'avait fait avec un soin particulier, que je méritais d'être traitée comme une reine. Ces paroles, venant d'une femme qui m'adressait à peine la parole normalement, ont sonné comme une alarme dans ma tête. L'odeur du café était étrange. Ce n'était pas seulement l'arôme normal du café que je connaissais, il y avait quelque chose de trop sucré, presque écœurant, mélangé à une odeur que je ne parvenais pas à identifier. J'ai fait semblant de boire. J'ai porté la tasse à mes lèvres, mais quelque chose en moi a crié de ne pas le faire. C'est à ce moment-là que Madame Amélie, la mère de Viviane, est entrée dans la cuisine. Elle avait dormi chez nous car elle rendait visite à sa fille depuis quelques jours. Madame Amélie a toujours été une femme difficile, du genre à croire tout savoir et à traiter les autres avec supériorité. Elle a regardé ma tasse et a dit qu'elle voulait aussi un café. En une fraction de seconde, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Quand Viviane s'est retournée pour prendre une autre tasse pour sa mère, j'ai rapidement poussé ma tasse sur le côté de l'évier, près de l'endroit où se tenait Madame Amélie. Je ne sais pas d'où m'est venue cette intuition, mais j'ai senti que je devais le faire. Quand Viviane s'est revenue avec la tasse de sa mère, Madame Amélie avait déjà pris la mienne, pensant qu'elle était pour elle. Viviane a servi du café normal dans la tasse qu'elle avait apportée pour sa mère, mais Madame Amélie buvait déjà dans ma tasse d'origine. Viviane m'a regardée avec attente, espérant que je boive de la nouvelle tasse qu'elle avait apportée. J'ai fait semblant de boire, prenant de petites gorgées factices, tout en observant chacun de ses mouvements. Ses yeux étaient fixés sur moi, attendant une réaction. Madame Amélie, sans se douter de rien, a bu tout le café d'un trait, en louant sa saveur spéciale. Environ 20 minutes plus tard, alors que je faisais semblant de lire un magazine dans le salon, j'ai entendu un bruit étrange venant de la cuisine. C'étaient des gémissements, comme si quelqu'un souffrait. Je me suis levée rapidement et j'ai vu Madame Amélie pliée sur la table, le visage pâle et en sueur froide. Elle vomissait violemment et ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Le désespoir de Viviane a été immédiat. Elle s'est accourue vers sa mère en criant qu'elle allait appeler une ambulance, que ce devait être quelque chose qu'elle avait mangé. Mais pendant qu'elle criait et se désespérait, nos regards se sont croisés une seconde. À ce moment-là, j'ai vu la panique pure sur son visage. Ce n'était pas la panique d'une fille inquiète, c'était la panique de quelqu'un qui avait été découvert. Madame Amélie a été emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait ingéré quelque chose qui avait provoqué une grave intoxication, mais qu'elle se rétablirait complètement. Viviane a inventé une histoire de nourriture avariée, de problèmes d'estomac de sa mère, mais je connaissais la vérité. Je savais que ce café m'était destiné. Pendant toute la confusion, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de drame, j'ai seulement observé.
J'ai observé comment Viviane essayait de paraître inquiète, comment elle inventait des excuses, comment ses yeux évitaient les miens. J'ai observé et j'ai compris que ma vie avait été en danger et que la personne qui aurait dû me protéger en tant que famille était précisément celle qui voulait me faire du mal. Cette nuit-là, allongée dans ma chambre, la maison enfin silencieuse, une certitude m'a envahie. Je ne pouvais plus faire semblant que rien ne s'était passé. Je ne pouvais plus accepter de vivre dans une maison où quelqu'un souhaitait ma mort. Je ne pouvais plus être la vieille femme naïve qui croyait que l'amour familial était plus fort que tout. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à passer quelques appels, non pas à la police, non pas pour porter plainte, mais à des personnes qui pourraient même m'aider à sortir de cette situation avec dignité. Des personnes qui me connaissaient depuis des décennies et savaient que je n'étais pas une femme qui inventait des histoires. À 3 heures du matin, j'avais un plan. Je n'allais pas affronter Viviane directement. Je n'allais pas créer de scandale. J'allais faire quelque chose auquel elle ne s'attendrait jamais. Quelque chose qui changerait ma vie pour toujours, mais qui me rendrait quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps, ma sécurité, ma dignité, mon droit d'exister sans peur. Le silence de cette aube était différent de tous les autres. C'était le silence d'une femme qui avait découvert que sa bonté était utilisée contre elle. C'était le silence d'une femme qui s'était enfin éveillée à la réalité. Et cette réalité, aussi douloureuse soit-elle, m'a donné la force dont j'avais besoin pour tout changer. Personne dans cette maison ne le savait. Mais ce café à l'odeur étrange n'avait pas été seulement une tentative de me faire du mal. Il avait été le réveil d'une Solange qu'il ne connaissait pas. Une Solange qui n'allait plus accepter d'être traitée comme un fardeau. Une Solange qui était prête à se battre pour sa propre vie. Dans les jours qui ont suivi cet épisode, j'ai maintenu ma routine normale, mais à l'intérieur, tout avait changé. Je me levais à la même heure, préparais le petit déjeuner des enfants, rangeais la maison, mais maintenant, chaque geste avait un poids différent. C'était comme si je jouais un rôle dans une pièce de théâtre, faisant semblant d'être la même Solange que d'habitude. Viviane essayait aussi d'agir normalement, mais je percevais sa tension. Elle évitait de rester seule avec moi dans la cuisine. Elle trouvait toujours une excuse pour sortir quand j'entrais dans la même pièce. Quand elle devait me parler, ses mots se sortaient un peu trop vite, comme si elle voulait en finir rapidement avec la conversation. Je me contentais de sourire et de répondre poliment. Mais à l'intérieur, j'observais chaque détail. Marcel a remarqué que quelque chose était différent. Un samedi matin, il a commenté que j'étais plus silencieuse que d'habitude. Il m'a demandé si je me sentais bien, si j'avais besoin de quelque chose. J'ai regardé mon fils, cet homme de 45 ans que j'avais élevé seul après qu'Oswald nous eût abandonnés, et j'ai senti un pincement au cœur. Comment lui expliquer que sa femme savait essayer de me faire du mal? Comment lui dire que la femme qu'il aimait voyait sa mère comme un obstacle? J'ai répondu que j'étais juste un peu fatiguée, que c'était peut-être l'âge. Il m'a serré dans ses bras avec tendresse et m'a dit que j'étais une battante, qu'il admirait ma force. Ces mots m'ont émue et en même temps m'ont convaincu que je ne pouvais pas impliquer Marcel dans cette situation. Il avait déjà trop souffert quand son père nous avait quittés. Il s'était tant battu pour construire sa famille. Je n'allais pas être celle qui détruirait son bonheur, mais cela ne signifiait pas que je resterais passive. J'ai commencé à me souvenir comment j'en étais arrivée là. Après qu'Oswald m'eut quittée pour une femme de 20 ans plus jeune, je me suis consacrée entièrement à Marcel. J'ai travaillé comme cuisinière dans 3 restaurants différents au fil des ans, toujours aux heures de bureau pour être à la maison quand il rentrait de l'école. Je me souviens de nuits où je rentrais avec les pieds endoloris, l'uniforme sentant la friture, et je trouvais encore l'énergie d'aider Marcel avec ses devoirs. Les week-ends où d'autres pères emmenaient leurs fils en promenade, je travaillais dans des buffets d'eau de fête pour pouvoir payer ses vêtements et ses fournitures scolaires. Marcel a grandi en devenant un garçon responsable, affectueux, toujours soucieux de moi. Quand j'ai fini de payer la maison, il travaillait déjà et insistait pour m'aider avec les factures. Il disait que j'avais sacrifié ma vie pour lui, que c'était maintenant à son tour de prendre soin de moi. J'étais fière, pensant que j'avais élevé un fils merveilleux. Quand il a rencontré Viviane, j'ai été heureuse de le voir amoureux. C'était une jolie jeune femme, elle avait un emploi stable comme vendeuse dans un magasin de vêtements et semblait sincèrement aimer mon fils. Au début, elle était gentille avec moi, m'appelait belle-mère avec affection, complimentait ma cuisine, disait que Marcel avait de la chance d'avoir une mère si dévouée. Le mariage, ça a été une belle fête. J'ai contribué comme j'ai pu, utilisant mes économies, pour aider à la réception. Voir Marcel heureux devant l'autel, savoir qu'il avait trouvé une compagne, m'a rempli de satisfaction. Je pensais que je pouvais enfin me reposer, que ma mission de mère était accomplie. Quand Isabelle est née, j'ai senti que ma vie avait un nouveau but. Être grand-mère était une joie différente, plus légère, sans la lourde responsabilité d'éduquer. Je pouvais simplement aimer, choyer, créer des souvenirs affectueux.
Viviane avait repris le travail après son congé de maternité et je me suis proposée pour garder le bébé pendant la journée. Ce fut une période merveilleuse. Isabelle était une enfant douce, souriante, qui semblait se calmer dans mes bras. Je lui chantais les mêmes chansons que j'avais chantées à Marcel, je lui racontais des histoires, je jouais par terre avec elle. Viviane semblait reconnaissante de mon aide, disant toujours qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans moi. Quand Pierre est né, 2 ans plus tard, la dynamique familiale a complètement changé. Viviane était plus fatiguée, plus irritable, et a commencé à faire des commentaires sur la difficulté d'avoir 2 jeunes enfants. J'ai suggéré que je pourrais emménager chez eux pour un temps afin d'aider de plus près. Le déménagement semblait être la solution parfaite. Ils avaient une grande maison avec une chambre d'amis et je pouvais aider avec les enfants tout en économisant de l'argent en louant ma maison. Marcel a adoré l'idée, il a dit que ce serait merveilleux d'avoir la famille réunie. Viviane a également accepté, mais j'ai perçu une hésitation dans son regard. Les premiers mois, tout s'est bien passé. Je me levais tôt, préparais le petit déjeuner pour tout le monde, j'emmenais Isabelle à l'école, je m'occupais de Pierre pendant que Viviane travaillait. Quand il rentrait à la maison, le dîner était prêt, les enfants baignés et nourris. Je me sentais utile, nécessaire, faisant partie d'une famille complète, mais j'ai progressivement commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Viviane. Elle avait à commencer à critiquer de petites choses, la façon dont je coiffais Isabelle, l'assaisonnement de la nourriture, la manière dont j'organisais la maison. Elle disait qu'elle avait sa propre façon de faire les choses, que je n'avais pas à m'inquiéter autant. J'ai essayé de m'adapter, j'ai changé mes habitudes, je lui demandais son avis avant de prendre des décisions, mais il semblait que rien n'était jamais assez bien. Si je donnais le bain aux enfants, elle se plaignait que l'eau était trop chaude. Si je ne le faisais pas, elle disait que j'étais négligente. Si je cuisinais, elle faisait la moue. Si je ne cuisinais pas, elle soupirait, comme si elle était surchargée. Marcel ne semblait pas remarquer ces tensions. Il rentrait fatigué du travail, jouait avec les enfants, dînait et regardait la télévision. Quand j'essayais de lui parler de petits conflits, il disait toujours que c'étaient des histoires de femmes, que nous devions les régler entre nous. Je comprenais qu'il ne voulait pas se mettre entre sa mère et sa femme, mais je me sentais de plus en plus isolée. C'était lorsque les amis de Viviane ont commencé à fréquenter davantage la maison que j'ai senti la situation se détériorer. Elle venait pour le déjeuner, pour le café, pour discuter dans le salon. Je me retirais dans ma chambre pour ne pas déranger, mais j'entendais des rires, des conversations animées, le son de gens qui s'amusaient. Un de ces après-midi, alors que je pliais les vêtements des enfants, j'ai entendu une conversation qui m'a profondément marquée. Une des amies de Viviane a fait remarquer qu'elle avait de la chance d'avoir une belle-mère qui s'occupait de tout, qui ressemblait à une employée de maison gratuite. Viviane a ri et a dit que parfois elle se sentait vraiment comme ça, que j'insistais pour prendre toutes les responsabilités. Une autre Raofodakitantamito a plaisanté en disant que Viviane avait une vie de reine, qu'elle n'avait à s'occuper de rien à la maison. Viviane a répondu que c'était bien parfois, mais c'est que ça avait aussi ses inconvénients, qu'elle ne pouvait pas avoir une liberté totale dans sa propre maison. Elle a dit que j'étais toujours là, à observer, à donner des conseils, comme si j'étais la maîtresse de maison. Ces mots me frapper comme une gifle. Moi qui pensais aider, j'étais vue comme une intruse. Moi qui avais renoncé à ma vie privée, à ma routine, à mon espace, j'étais considérée comme une nuisance. À ce moment-là, j'ai compris que ma présence n'était pas la bienvenue, mais je ne savais pas encore à quel point. J'ai commencé à me faire encore plus discrète. Je sortais me promener au parc pendant les visites de ses amis. Je m'enfermais dans ma chambre lors des réunions de famille. Je parlais moins pendant les repas. Je pensais que les choses s'amélioreraient ainsi, que Viviane se sentirait plus à l'aise dans sa propre maison. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Elle a commencé à faire des commentaires sur mon âge, sur le fait que les personnes âgées avaient besoin de plus de soins médicaux, sur l'inquiétude d'avoir des personnes âgées à la maison. Elle disait qu'elle avait peur que je me sente mal pendant la nuit, qu'elle ne saurait pas comment réagir en cas d'urgence. Ces remarques me rendaient anxieuse. J'ai commencé à me demander si j'étais vraiment un fardeau pour la famille. Peut-être que je perturbais leur vie, que j'occupais un espace qui ne devrait appartenir qu'à la famille nucléaire. Peut-être serait-il préférable que je retourne chez moi, même si cela signifiait moins de contact avec mes petits-enfants. C'est à cette époque que ma santé a commencé à montrer quelques signes. Rien de grave, juste les maux normaux de l'âge, une tension artérielle élevée, quelques douleurs articulaires, un sommeil plus fragmenté. Mais Viviane se faisait un devoir de commenter chaque symptôme, chaque visite chez le médecin, chaque médicament que je prenais. Elle disait à Marcel qu'elle s'inquiétait pour moi, que j'avais peut-être besoin de soins plus spécialisés. Elle suggérait que je devrais voir un gériatre, qu'il serait peut-être intéressant de visiter quelques maisons de retraite de la région, juste pour avoir une idée des options. Marcel répondait toujours que j'allais bien, qu'il ne fallait pas encore s'inquiéter de ces choses, mais j'ai remarqué que les paroles de Viviane semaient des graines d'inquiétude dans son esprit. Il a commencé à me poser plus de questions sur ma santé, à insister pour que je fasse des examens de routine, à observer mes mouvements avec plus d'attention.
Madame Françoise, ma voisine depuis plus de 15 ans, a commencé à remarquer que j'étais différente. Lorsque nous nous croisions au supermarché ou au parc, elle me disait que j'avais l'air plus mince, plus fatiguée. Elle me demandait si tout allait bien chez Marcel, si j'étais heureuse de vivre là-bas. Je répondais toujours que tout était merveilleux, que j'adorais être qu'avec mes petits-enfants, que je me sentais utile en aidant la famille, mais Madame Françoise me connaissait trop bien pour y croire complètement. Elle disait que j'avais une lueur dans les yeux qui s'était éteinte, que ma joie semblait forcée. Un après-midi où nous nous sommes rencontrés à la banque, elle a été plus directe. Elle a dit qu'une famille qui vous aime vraiment ne vous laisse pas vous sentir comme un poids, que si je m'inquiétais constamment de ne pas déranger, c'était peut-être parce que quelqu'un me faisait sentir que je dérangeais. Ces paroles m'ont profondément touchée, mais je n'étais pas encore prête à admettre que quelque chose n'allait pas. J'ai continué à faire semblant que tout allait bien, que ce n'était qu'une phase d'adaptation. Mais au fond de moi, je savais que Madame Françoise avait raison. J'avais perdu ma spontanéité, ma tranquillité, mon sentiment d'appartenance. Je vivais sur la pointe des pieds, essayant d'être invisible dans ma propre vie. Et c'est ainsi que je suis arrivée à ce jeudi matin, où Viviane m'a offert le café à l'odeur étrange. J'étais déjà fragilisée, je me sentais déjà un fardeau, je doutais déjà de ma propre valeur. C'est peut-être pour cela que mon intuition a si bien fonctionné. Quand on s'attend déjà à être rejeté, il est c'est plus facile de remarquer quand quelqu'un veut vraiment se débarrasser de vous que vous. J'ai remarqué que Viviane avait changé sa routine. Elle partait plus tôt au travail et rentrait plus tard, toujours avec des excuses d'heures supplémentaires ou de réunions. Mais quand j'appelais le magasin où elle travaillait, ses collègues disaient qu'elle était partie tôt ou qu'elle n'était même pas venue. Un après-midi, alors que j'étendais le linge dans la cour, j'ai entendu Viviane parler au téléphone dans sa chambre. Elle parlait bas, mais j'ai réussi à saisir quelques mots bribes. Ça n'a pas marché, elle est toujours là. J'ai besoin d'un autre plan. Mon cœur s'est emballé. Cette conversation ne pouvait pas concerner le travail ou des affaires de famille normales. J'ai aussi commencé à observer son comportement avec les enfants. Isabelle et les Pierre ont toujours été affectueux avec moi, mais j'ai remarqué que Viviane semait des graines de distanciation. Elle leur disait que je devenais oublieuse, qu'ils ne devaient donc pas me déranger quand je me reposais, que grand-mère avait besoin de plus de silence parce que les gens de mon âge se fatiguent moins facilement. Isabelle, qui avait toujours aimé discuter avec moi de l'école, de ses amis, a commencé à s'éloigner. Quand j'essayais d'engager la conversation, elle répondait par monosyllabes et trouvait rapidement une excuse pour partir. Pierre, qui adorait que je lui raconte des histoires avant de dormir, a commencé à dire qu'il préférait que sa mère le mette au lit. Ces deux changements me faisaient profondément mal. Je sentais que je perdais mes petits-enfants, qu'ils étaient influencés pour me voir comme une personne à problème. Mais je ne pouvais pas les blâmer. Ce n'étaient que des enfants, absorbant les signaux qu'ils recevaient des adultes autour d'eux. C'est alors que j'ai décidé d'aller voir Madame Françoise. Je ne pouvais plus garder cette angoisse pour moi seule. Un après-midi où Viviane était sortie et les enfants étaient à l'école, je suis allée chez elle. J'ai trouvé mon amie en train d'arroser les plantes dans son jardin, avec ce sourire l'accueil accueillant qui me calmait toujours. Nous nous sommes assises sur la véranda et pour la première fois depuis des mois, j'ai ouvert mon cœur complètement. J'ai parlé des commentaires constants de Viviane, de la façon dont je me sentais comme un fardeau dans la maison, de l'épisode du café et de mes soupçons. Madame Françoise m'avait écoutée en silence, hochant simplement la tête avec une expression inquiète. Quand j'ai eu fini, elle m'a pris la main et m'a dit: Solange, tu dois quitter cette maison. Cette femme ne veut pas seulement que tu t'éloignes, elle veut que tu disparaisses complètement. Ces paroles ont confirmé mes pires craintes, mais elles m'ont aussi donné le courage dont j'avais besoin pour affronter la réalité. Madame Françoise m'a raconté qu'elle t'avait remarqué des allées et venues étranges dans la maison de Marcel, des voitures inconnues garées devant, des gens qu'elle ne reconnaissait pas qui entraient et sortaient. Elle pensait que c'était l'un des visites de travail ou des amis, mais maintenant elle soupçonnait que cela pouvait être quelque chose de plus grave. Elle m'a aussi révélé qu'elle avait entendu Viviane parler à une voisine quelques jours auparavant. Viviane, elle avait mentionné qu'elle s'inquiétait de ma santé mentale, que j'étais confuse, oublieuse, que j'avais peut-être besoin de soins spéciaux. La voisine avait suggéré qu'il existait des établissements spécialisés pour les personnes âgées ayant des problèmes de mémoire. Cette information m'a glacé le sang. Viviane préparait le terrain pour contester ma capacité mentale. S'il m'arrivait quelque chose, si on me trouvait dans un état second, tout le monde dirait que je montrais déjà des signes de confusion. Personne ne soupçonnerait que cela avait été provoqué. Madame Françoise a suggéré que je consulte un médecin, que je fasse des examens pour prouver que j'étais en pleine possession de mes moyens. Elle m'a aussi conseillé de parler à un avocat pour connaître mes droits et savoir comment me protéger légalement. Le même après-midi, j'ai appelé le docteur Henry, un médecin de famille qui me suivait depuis des années. J'ai pris rendez-vous et j'ai demandé un bilan complet, y compris des examens neurologiques. J'ai expliqué que ma capacité mentale était remise en question et que j'avais besoin de documents pour prouver ma lucidité. Le docteur Henry a été surpris par ma demande, mais il a compris la gravité de la situation.
Il me connaissait depuis des décennies. Il savait que j'étais une femme lucide et responsable. Il a dit qu'il ferait tous les examens nécessaires et qu'il me donnerait un rapport médical détaillé sur mon état mental. En attendant les résultats des examens, j'ai commencé à documenter tout ce qui se passait dans la maison. Je notais dans un petit carnet les commentaires de Viviane, les changements de comportement, les incidents étranges. Je ne savais pas si ces informations seraient utiles à l'avenir, mais je sentais que je devais avoir une sorte de registre. C'est à cette époque que j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur la situation. Un matin où tout le monde était parti, j'ai décidé d'organiser les papiers de la maison, une chose que je faisais toujours pour aider Marcel. En rangeant les tiroirs du bureau, j'ai trouvé des documents qui ont attiré mon attention. Il y avait des devis de maisons de retraite, des brochures de cliniques spécialisées pour les personnes âgées, des informations sur l'hospitalisation d'office, le tout rangé dans un dossier avec mon nom écrit à la main. Il y avait aussi des notes sur ma routine, mes habitudes, mes petites confusions normales dues à l'âge. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de trouver une conversation imprimée, apparemment d'un groupe WhatsApp. Viviane, elle avait partagé avec ses amis des détails sur ma santé, sur des incidents qu'elle inventait ou exagérait. Elle disait que je devenais dangereuse, que j'avais déjà oublié d'éteindre la cuisinière, que parfois je ne reconnaissais plus les gens. Tout cela était des mensonges. Je n'avais jamais oublié la cuisinière, je n'avais jamais eu de problème de reconnaissance, mais Viviane construisait un récit, créait de fausses preuves pour justifier une éventuelle hospitalisation. Elle documentait ma détérioration mentale pour l'utiliser quand cela l'arrangerait. J'ai photographié tous ces documents avec mon téléphone. Mes mains tremblaient en prenant les photos, mais je savais que c'était les preuves dont j'avais besoin. J'ai tout remis exactement comme c'était pour ne pas éveiller les soupçons, mais j'avais maintenant des preuves concrètes de ce qui se passait. Quand Marcel est rentré du travail ce soir-là, je l'ai regardé avec des yeux différents. Connaissait-il les plans de Viviane? Était-il manipulé comme moi? Ou était-il complice de la situation? Son attitude envers moi semblait sincèrement affectueuse, mais j'ai remarqué qu'il était plus attentif à mes mouvements, plus curieux de mes activités. Pendant le dîner, Viviane elle a mentionné qu'elle m'avait pris rendez-vous chez un gériatre. Elle a dit qu'elle s'inquiétait de certains incidents que j'avais eus, qu'elle pensait qu'il était important de faire un suivi préventif. Marcel elle a accepté, disant que c'était en effet une bonne idée, que la prévention était toujours préférable. J'ai souri et j'ai dit que je trouvais ça intéressant, que j'étais d'accord pour aller chez le médecin, mais au fond de moi, je savais que cette consultation n'était pas pour mon bien-être. C'était la prochaine étape du plan de Viviane. Elle avait probablement déjà parlé au médecin, avait déjà semé des informations sur mon prétendu déclin mental. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais plus attendre passivement pour voir jusqu'où Viviane s'était prête à aller. Je n'allais plus accepter d'être traitée comme une pièce gênante qu'il fallait retirer de l'échiquier. J'allais agir, mais intelligemment, en utilisant les mêmes armes qu'elle m'utilisait contre moi. J'ai appelé Madame Françoise et je lui ai raconté ma découverte. Elle dit qu'elle a été horrifiée, mais m'a aussi félicitée pour mon courage d'enquêter. Elle a dit là que je devais quitter cette maison immédiatement, qu'il n'était pas sûr de continuer à vivre avec une personne capable d'une telle planification malveillante. Mais je ne voulais pas seulement partir. Je voulais que Viviane sache que j'avais découvert ses plans. Je voulais qu'elle comprenne qu'elle avait complètement sous-estimé la vieille femme confuse qu'elle pensait manipuler. Je voulais qu'elle ressente la même peur que j'avais ressentie à ce matin-là avec le café. J'ai commencé à planifier ma stratégie. Je n'allais pas l'affronter directement, je n'allais pas faire de scandale. J'allais utiliser la même subtilité qu'elle avait utilisée avec moi. J'allais lui faire comprendre petit à petit que je savais tout. J'allais renverser le jeu, la faire se sentir observée, remise en question, peu sûre d'elle. J'ai d'abord commencé à faire des commentaires apparemment innocents sur la mémoire et la lucidité. Pendant les repas, je parlais d'articles que j'avais lus sur des personnes qui simulaient des problèmes mentaux, sur des cas de personnes âgées internées à tort. Je remarquais que Viviane se tendait, mais elle ne pouvait rien dire sans se trahir. Ensuite, j'ai commencé à montrer que j'étais plus attentive aux détails. Je parlais des gens qui avaient visité la maison, des conversations téléphoniques que j'avais entendues, des documents que j'avais vus. Rien de direct, toujours de manière décontractée, mais assez pour qu'elle se rende compte que j'observais. Viviane, elle a commencé à devenir visiblement nerveuse. Elle essayait de maintenir la façade de la belle fille inquiète, mais ses yeux trahissaient un malaise croissant. Elle a réalisé que je n'étais plus la belle-mère soumise qui acceptait tout en silence. Il y avait quelque chose de différent en moi, quelque chose qui la mettait mal à l'aise. C'est alors que j'ai décidé de porter le coup de grâce. Un matin où nous étions seuls dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner comme d'habitude, je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit: Viviane, tu sais que j'ai tout découvert, n'est-ce pas? Elle a pâli, a essayé de dissimuler, mais j'ai continué à parler des documents, des conversations, de ses projets pour moi. Le silence qui a suivi était assourdissant.
Viviane a essayé de nier, a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais, que je devais confondre les choses, mais j'ai simplement souri et dit: «Tu n'as plus besoin de faire semblant. Nous savons toutes les 2 exactement de quoi je parle». À ce moment-là, j'ai vu la panique dans ses yeux. Elle a ramaillé de son yeux. Elle a réalisé qu'elle avait perdu le contrôle de la situation, que la vieille femme inoffensive était devenue une adversaire dangereuse. Elle a essayé d'argumenter, d'essayer de me convaincre que j'interprétais mal les choses, mais je n'étais plus disposée à écouter ses mensonges. Je lui ai dit que j'avais des preuves de tout, que j'avais documenté chaque incident, chaque mensonge, chaque tentative de me nuire, que s'il m'arrivait quelque chose, les gens sauraient exactement où chercher les preuves, qu'elle avait complètement sous-estimé la femme qu'elle pensait manipuler. Viviane est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, digérant ce que je venais de dire. Quand elle a finalement parlé, sa voix était différente, plus dure, sans la fausse douceur qu'elle utilisait toujours avec moi. Elle a dit que je ne comprenais rien, qu'elle essayait seulement de protéger sa famille, que je perturbais leur vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le masque était complètement tombé. Viviane n'était pas la belle-fille inquiète qu'elle prétendait être. C'était une femme froide, calculatrice, prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était m'éliminer de la vie de la famille par tous les moyens nécessaires. Je l'ai regardée avec un calme qui m'a surprise moi-même, et j'ai dit: «Viviane, tu as commis une très grave erreur. Tu pensais que j'étais une vieille femme sans défense, mais tu t'es complètement trompée. Maintenant, tu vas découvrir ce dont une femme de 73 ans est capable quand elle décide de se battre pour sa propre vie». Après cette confrontation dans la cuisine, je savais que je ne pouvais plus perdre de temps. Viviane avait révélé son vrai visage, et j'étais maintenant certaine qu'elle n'abandonnerait pas facilement. Je devais agir vite, mais intelligemment. Je ne pouvais pas lui donner la chance de se réorganiser ou d'inventer une nouvelle stratégie contre moi. Le matin même, après que tout le monde soit parti au travail et à l'école, j'ai appelé le docteur Henry. J'ai expliqué qu'il était urgent de lui parler des résultats de mes examens. Il a dit que tout était parfait, que je présentais une excellente capacité mentale pour mon âge, des réflexes normaux et aucun signe de déclin cognitif. Je lui ai demandé de préparer un rapport détaillé par écrit, attestant de ma pleine capacité mentale. J'ai expliqué que j'étais remise en question par des membres de ma famille et que j'avais besoin de documents officiels. Le docteur Henry s'est inquiété, m'a demandé si je subissais une quelconque pression, mais j'ai seulement dit que c'était une mesure préventive. Ensuite, j'ai appelé Madame Françoise et je lui ai demandé de venir me chercher. J'ai dit que je devais régler quelques affaires urgentes en ville et que je ne pouvais pas compter sur quelqu'un de la famille pour m'y conduire. Elle est arrivée en une demi-heure avec ce regard inquiet que je connaissais si bien. Pendant le trajet, je lui ai raconté la confrontation avec Viviane. Madame Françoise a été horrifiée, mais aussi soulagée que j'ai enfin affronté la situation. Elle a dit qu'elle était fière de mon courage, que je faisais preuve d'une force qu'elle m'avait toujours connue. Notre premier arrêt a été la banque. Je devais vérifier ma situation financière et comprendre exactement quelles étaient mes options. J'ai découvert que j'avais plus d'argent de côté que je ne le pensais. Des années de travail, d'économie et le loyer de ma maison avaient rapporté une somme considérable. J'ai parlé au directeur des investissements sûrs de la manière de garantir mon indépendance financière. Il m'a expliqué des placements qui me rapporteraient un revenu mensuel stable, suffisant pour que je puisse vivre dignement, sans dépendre de personne. Ce fut une libération de découvrir que j'avais les moyens de recommencer seule. Notre deuxième arrêt a été une agence immobilière. Je voulais connaître la valeur de ma maison et les possibilités de la vendre rapidement si nécessaire. L'agent m'a informé que la propriété avait beaucoup pris de valeur, qu'il serait facile de trouver des acheteurs intéressés. J'ai aussi demandé des appartements à louer dans le centre-ville. Je voulais un endroit petit mais confortable, où je pourrais vivre tranquillement. J'ai noté quelques adresses et pris des rendez-vous pour des visites dans les jours suivants. Pendant le déjeuner, dans un restaurant du centre, Madame Françoise m'a posé une question qui m'a profondément touchée. Solange, es-tu sûre de ne pas vouloir essayer de parler à Marcel avant de prendre une décision aussi radicale? J'ai réfléchi quelques minutes avant de répondre. J'ai expliqué que j'aimais mon fils plus que tout au monde, mais qu'il avait montré qu'il ne pouvait pas me protéger de sa propre femme, que pendant des mois, je lui avais donné des signes que je n'allais pas bien et qu'il ne s'en était pas rendu compte, que si je lui parlais des plans de Viviane, il ne me croirait probablement pas ou essaierait de minimiser la situation. J'ai dit que je ne voulais pas mettre Marcel dans une position impossible, le forçant à choisir entre sa mère et sa femme, que je préférais m'éloigner avec dignité plutôt que de créer un conflit qui pourrait détruire sa famille, que mon départ serait un cadeau pour lui même s'il ne le comprenait pas sur le moment. Madame Françoise m'a pris la main et m'a dit qu'elle comprenait ma décision, que parfois le plus grand acte d'amour, c'est de savoir quand s'éloigner, que j'étais courageuse de choisir mon bien-être plutôt que d'accepter des miettes d'affection familiale. Notre dernier arrêt a été un cabinet d'avocats.
Sur la recommandation du directeur de la banque, j'ai consulté Maître Robert, un avocat spécialisé en droit de la famille et en questions relatives aux personnes âgées. J'ai expliqué toute la situation. Je lui ai montré les photos des documents que j'avais trouvés et le rapport médical attestant de ma capacité mentale. Maître Robert a été impressionné par le niveau de planification de Viviane. Il a dit que des cas comme le mien étaient plus courants qu'on ne l'imagine, que de nombreuses personnes âgées subissaient ce type de manipulation de la part de membres de leur famille. Il m'a conseillé sur mes droits et sur la manière de me protéger légalement. Il a suggéré que je rédige un document déclarant ma pleine capacité mentale et ma volonté de vivre de manière indépendante. Il m'a également conseillé de déclarer par écrit que toute tentative d'internement sans mon consentement serait considérée comme un enlèvement. Il a dit que cela me protégerait des futures tentatives de Viviane. Quand nous sommes rentrés à la maison, en fin d'après-midi, je me sentais un autre des comme. Je n'étais plus la belle-mère soumise qui acceptait tout en silence. J'étais devenue une personne avec des plans concrets, avec des ressources propres, avec une protection juridique. Viviane ne le savait pas, mais j'avais construit une forteresse autour de moi. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé chaque membre de la famille avec des yeux différents. Marcel parlait de son travail avec enthousiasme, sans percevoir la tension entre sa mère et sa femme. Isabelle et Pierre jouaient et riaient, inconscients des conflits des adultes. Viviane mangeait en silence, évitant mon regard. Après le dîner, alors que j'aidais à ranger la cuisine, Viviane s'est approchée de moi, a parlé à voix basse pour que personne n'entende et a dit qu'elle espérait que je ne ferais rien de précipité, que ce serait mieux pour tout le monde si j'oubliais notre conversation du matin et que je recommençais à agir normalement. Je l'ai regardée avec un sourire serein et j'ai dit: Viviane, tu n'as toujours pas compris. Je ne vais plus faire semblant que tout va bien. Je ne vais plus accepter d'être traitée comme un problème à résoudre. Tu as créé cette situation, maintenant tu vas devoir vivre avec les conséquences. Elle a essayé d'argumenter, a dit que j'exagérais, que nous pourrions peut-être trouver une solution qui convienne à tout le monde, mais je n'étais plus intéressée par la négociation. J'ai dit qu'elle avait eu des mois pour me traiter avec respect et qu'elle avait choisi la voie de la manipulation et de la cruauté. Que dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à mettre en œuvre mon plan de départ. J'ai visité 3 appartements et j'en ai choisi un qui m'a enchantée. Il était petit, mais il avait une vue magnifique. Il était proche du centre-ville et son prix était juste. J'avais signé le bail le jour même. J'ai commencé à rassembler discrètement mes affaires personnelles. Je ne voulais pas créer de drame ni éveiller les soupçons. J'ai donc tout organisé petit à petit. J'ai trié les documents importants, les photos de famille, les vêtements essentiels et quelques objets de valeur sentimentale. Madame Françoise m'a aidé à acheter des meubles de base pour l'appartement. Rien de très sophistiqué, juste l'essentiel. Un lit, une armoire, une petite table, 2 chaises et quelques ustensiles de cuisine. Nous voulions que l'endroit soit prêt pour quand je déciderais de déménager. Pendant cette période, j'ai remarqué que Viviane devenait de plus en plus nerveuse. Essayait de maintenir une façade de normalité, mais ses yeux trahissaient son anxiété. Parfois, je la surprenais à m'observer comme si elle essayait de deviner ce que je préparais. Marcel a toi aussi commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose de différent dans l'atmosphère de la maison. Un soir, il m'a demandé si j'allais bien, s'il s'était passé quelque chose entre Viviane et moi. J'ai répondu que tout était normal, que je réfléchissais simplement à ma vie et à mes projets d'avenir. Il s'est inquiété, m'a demandé si je pensais déménager. Il a dit qu'il adorait m'avoir là, que les enfants profitaient beaucoup de ma présence, que j'étais un élément fondamental de la famille. Ces paroles m'ont ému, mais m'ont aussi confirmé qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait sous son propre toit. Une semaine après avoir loué l'appartement, j'ai pris mon courage à 2 mains pour passer à l'étape suivante. C'était un vendredi et je savais que ce serait ma dernière nuit dans cette maison. Le moment était venu de faire mes adieux, même si personne ne le savait encore. J'ai préparé un dîner spécial avec les plats préférés de chacun. Je voulais que ce dernier repas en famille soit mémorable, du moins pour moi. Pendant le dîner, j'ai observé chaque visage, chaque geste, en essayant de tout graver dans ma mémoire. Après que les enfants se soient donc allés se coucher, je me suis assise dans le salon avec Marcel et Viviane. J'ai dit que je devais leur parler d'une décision importante que j'avais prise. Marcel s'est devenu attentif, Viviane est devenue tendue. J'ai commencé par expliquer que j'avais beaucoup réfléchi à ma vie, à mes projets d'avenir, qu'à 73 ans, je sentais que j'avais besoin de plus d'indépendance, d'un espace qui soit vraiment à moi, que j'avais décidé de revivre seule. Marcel a été surpris, a essayé d'argumenter que je n'avais pas besoin de partir, qu'ils aimaient de m'avoir là, mais j'ai été ferme. J'ai expliqué que ce n'était pas une décision contre eux, mais en ma faveur, que je voulais vivre mes dernières années avec autonomie et dignité.
Viviane a essayé de paraître inquiète, a dit que qu'étais très importante pour la famille, qu'il serait difficile d'imaginer la maison sans moi, mais j'ai perçu le soulagement dans ses yeux, la satisfaction mal dissimulée. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mais d'une manière qui ne compromettrait pas son image. J'ai dit que j'avais déjà tout arrangé, que le lendemain, je déménagerais dans un appartement que j'avais loué, que je continuerais à être la grand-mère des enfants, mais que j'avais besoin de mon propre espace pour être moi-même, que j'espérais qu'il comprendrait et respecterait ma décision. Marcel, elle a été visiblement ébranlé, a dit qu'il avait l'impression de me laisser tomber, qu'il avait toujours voulu que je me sente chez moi là-bas, qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qui avait changé. Ces paroles m'ont profondément touchée, mais je savais que je ne pouvais pas faire marche arrière. J'ai expliqué qu'il ne m'avait pas laissé tomber, qu'il était un fils merveilleux, que mon départ n'était pas un jugement sur lui ou sur la famille qu'il avait construite, que c'était simplement un choix personnel, un besoin que je ressentais de retrouver mon indépendance. Cette nuit-là, je suis restée éveillée tard, fixant le plafond et réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Je n'étais pas triste, j'étais calme. Pour la première fois depuis des mois, je sentais que j'avais le contrôle de ma propre vie, que j'avais pris une décision basée sur mon bien-être, pas sur ce que les autres attendaient de moi. Je savais que le lendemain serait difficile, qu'il y aurait des larmes et des adieux, mais je savais aussi que je faisais ce qu'il fallait. Je choisissais ma dignité, ma sécurité, ma tranquillité d'esprit. Je choisissais de vivre mes dernières années selon mes propres termes. Viviane savait essayer de me briser, de me rabaisser, de me transformer en une ombre de moi-même, mais elle avait complètement sous-estimé la force qu'une femme de 73 ans peut avoir quand elle décide de se battre pour sa propre vie. J'étais prête à montrer au monde qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le déménagement a eu lieu un samedi matin ensoleillé. Madame Françoise est arrivée tôt avec son gendre, qui avait une camionnette pour m'aider à transporter mes affaires. J'avais tout emballé pendant la semaine dans de petites boîtes pour ne pas attirer l'attention. Mes décennies de vie tenaient dans quelques cartons, mais chaque objet portait des souvenirs précieux. Marcel a fait aider à porter les cartons dans un silence lourd qui me brisait le cœur. Il essayait de le cacher, mais je voyais la tristesse dans ses yeux. Il m'a demandé plusieurs fois si j'étais sûre de ma décision, si je ne voulais pas rester quelques jours de plus pour mieux réfléchir. J'ai toujours répondu avec affection, mais fermement, que ma décision était prise. Viviane observait tout depuis la fenêtre du salon, faisant semblant d'arranger des magazines. Elle n'a pas offert son aide, n'a montré aucun regret de mon départ. Elle m'a juste fait un signe de la main polie quand je suis partie, avec ce faux sourire que je connaissais si bien. Mais j'ai perçu quelque chose de différent dans ses yeux, un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elles avaient obtenu ce qu'elles voulaient, mais pas de la manière qu'elles l'avaient prévu. Les enfants ont été confus par le déménagement. Isabelle m'a demandé pourquoi je partais, si elle avait fait quelque chose de mal. Je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai expliqué que parfois les adultes ont besoin de changement, que je continuerai à être la grand-mère que j'avais toujours été, mais que je vivrai simplement dans un autre endroit. Pierre a un peu pleuré, il a dit que mes histoires, avant de dormir, allaient le lui manquer. J'ai promis aux deux qu'ils pourraient me rendre visite quand ils le voudraient, que ma nouvelle maison aurait une chambre spéciale juste pour eux quand ils viendraient te dormir, que nous ferions des choses différentes, que nous découvririons de nouveaux endroits ensemble. J'ai essayé de transformer cette séparation en quelque chose de positif, une nouvelle aventure que nous commencerions ensemble. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, j'ai ressenti une émotion indescriptible. Il était petit, simple, mais il était à moi, entièrement à moi. Personne ne pourrait me faire sentir comme un fardeau là-bas. Personne ne pourrait contester ma présence. Chaque recoin de cet espace serait occupé par moi, organisé à ma manière, décoré avec les choses que j'aimais. Madame Françoise reste je n'avais quitté que moi, j'ai tout été. Trop la la journée pour mes videurs à tout organiser. Nous avons rangé les vêtements dans l'armoire, disposé les quelques meubles, éparpillé les photos dans les pièces. Quand nous avons eu fini, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu non seulement un appartement, mais un nouveau départ, un endroit où je pouvais être simplement Solange, sans étiquette, sans rôles imposés. Cette première nuit seule, je me suis préparé un dîner simple juste pour moi. Je me suis assise à la petite table de la cuisine, regardant par la fenêtre l'animation de la rue, et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Il n'y avait pas de voix qui me remettait en question, pas de regard de désapprobateur, pas de tension dans l'air, juste le silence réconfortant de quelqu'un qui est chez soi. Les premiers jours, j'ai établi une nouvelle routine. Je me levais quand mon corps en avait envie, je prenais mon petit déjeuner sans me presser, je lisais le journal en entier, je sortais me promener dans le parc du quartier, je discutais avec d'autres personnes âgées, je découvrais des petits commerces que je ne connaissais pas. Chaque jour était une petite découverte, une occasion d'être spontanée. Marcel m'appelait tous les jours, me demandant si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Je percevais l'inquiétude sincère dans sa voix, mais je remarquais aussi qu'il s'habituait progressivement à la nouvelle situation.
Il venait me rendre visite les week-ends, parfois il amenait les enfants, et nos rencontres sont devenues c'est plus qualitatives que quantitatives. C'est que lors d'une de ces visites qu'il m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Il a dit que Viviane avait mentionné que j'avais l'air différente ces derniers temps avant le déménagement, qu'elle s'inquiétait de savoir si j'avais des problèmes de santé, et il m'a demandé s'il y avait quelque chose que je ne lui avais pas dit. J'ai regardé mon fils et j'ai ressenti une immense envie de lui dire toute la vérité, mais je savais aussi que cela pourrait détruire son mariage, perturber les enfants, créer un conflit qui n'aurait peut-être pas de solution. J'ai décidé de le protéger, comme je l'avais fait toute ma vie. J'ai répondu que j'avais en effet traversé une période de réflexion, que j'avais remis en question mon rôle dans la famille, mon utilité, ma place, que parfois les gens de mon âge traversent des crises existentielles, que j'avais besoin de me prouver que j'étais encore capable de vivre de manière indépendante, que mon déménagement avait été préventif et non curatif. Marcel a semblé comprendre. Il a dit qu'il admirait mon courage de recommencer à 73 ans, qu'il était fier d'avoir une mère si forte, et forte et déterminée. Ces paroles m'ont émue, mais m'ont aussi confirmé que j'avais pris la bonne décision en ne l'impliquant pas dans le conflit avec Viviane. 3 mois après le déménagement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Madame Françoise est venue me rendre visite avec une expression inquiète. Elle a dit qu'elle avait entendu des rumeurs dans le quartier sur des problèmes dans la maison de Marcel, que les voisins avaient remarqué des disputes fréquentes, que les enfants se semblaient plus agités, que Viviane sortait de la maison à des heures étranges. Une semaine plus tard, Marcel est apparu à mon appartement dans un état que je ne lui avais pas vu depuis des années. Il était abattu, avec des cernes profonds, et m'a demandé de lui parler. Il a dit qu'il traversait des difficultés dans son mariage, que Viviane était différente depuis que j'étais partie. Il a raconté qu'elle avait commencé à sortir davantage, à rentrer tard, à donner des excuses vagues sur ses allées et venues, que lorsqu'il lui demandait des explications, elle disait qu'elle se sentait piégée, qu'elle avait besoin de plus de liberté, qu'il avait découvert qu'elle voyait d'autres hommes, qu'elle avait peut-être quelqu'un de spécial dans sa vie. Mon cœur s'est serré de voir mon fils souffrir, mais une partie de moi a compris que le masque de Viviane tombait enfin complètement. Sans moi comme cible de ses frustrations, sans personne à blâmer pour son insatisfaction, elle révélait qui elle s'était vraiment. Marcel m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'étrange avant mon départ, s'il y avait un signe qu'il n'avait pas perçu, un indice qui pourrait expliquer le comportement actuel de sa femme. Je l'ai regardé avec affection et j'ai dit que j'avais remarqué que Viviane semblait agitée, mais que je n'imaginais pas que c'était aussi grave. Dans les mois qui ont suivi, j'ai suivi de loin l'évolution de la crise dans le mariage de mon fils. Viviane, elle avait déménagé dans un appartement du centre-ville, laissant les enfants avec Marcel. Elle ne venait les chercher que les week-ends, quand cela lui convenait. Elle était devenue la mère absente qu'elle avait toujours critiquée chez les autres. Isabelle et Pierre ont commencé à me rendre visite plus fréquemment. Marcel les amenait passer les après-midi avec moi, et je remarquais qu'ils étaient perturbés par la séparation de leurs parents. J'essayais de leur offrir un havre de paix, un endroit où ils pouvaient te parler de leurs sentiments sans être jugés. C'est par les enfants que j'ai appris que Viviane s'était mise en couple avec un homme marié qu'elle avait rencontré sur des groupes de messagerie, qu'elle disait à ses amis qu'elle vivait enfin sa vie, qu'elle avait perdu des années à s'occuper d'une famille qui ne l'appréciait pas, qu'elle parlait de moi comme si j'avais été un fardeau dont elle s'était enfin débarrassée. Cette information m'a donné une perspective complète de ce qui s'était passé. Viviane n'avait pas essayé de m'éliminer par pure cruauté, mais parce qu'elle me voyait comme le dernier obstacle à sa libération. Elle pensait que sans moi là-bas, elle pourrait convaincre Marcel d'accepter sa nouvelle vie, ses absences, son désintérêt pour la famille. Mais la réalité s'était avérée différente. Sans moi comme bouc émissaire, sans pouvoir blâmer la belle-mère pour les problèmes du mariage, elle aura dû assumer la responsabilité de ses propres choix. Et ces choix ont révélé qui elle était vraiment. 6 mois après mon déménagement, Marcel est venu me rendre visite avec une proposition inattendue. Il a dit donc qu'il voulait déménager dans un appartement plus grand, près du mien, pour que nous puissions nous voir plus souvent, qu'il voulait créer une nouvelle routine familiale où j'aurais mon espace, mais où je serais présente dans la vie des enfants. J'ai regardé mon fils et j'ai vu un homme plus mûr, qui avait appris des leçons difficiles sur les relations et la famille, qui avait compris la valeur d'avoir des gens qui se soucient vraiment de vous à proximité, qui ne voulaient pas répéter les erreurs qu'il avait presque fait perdre sa mère. Aujourd'hui, 1 an après ce matin où Viviane m'a offert le café à l'odeur étrange, je peux dire que j'ai trouvé une paix que je ne soupçonnais pas. Je vis dans une harmonie que j'ai construite de mes propres mains, dans des décisions que j'ai prises en fonction de mon bien-être. Marcel vit à 2 pâtés de maison et notre relation est devenue plus vraie, plus respectueuse.
Isabelle et Pierre me rendent visite presque tous les jours après l'école et nous avons créé une nouvelle dynamique familiale basée sur l'amour authentique, pas sur l'obligation. Viviane a disparu de nos vies. Elle appelle les WhatsApp et les enfants, mais sporadiquement, toujours avec des excuses pour ne pas les voir. Elle est devenue exactement ce qu'elle a toujours critiqué, une mère absente, une personne qui fait passer ses propres désirs avant la famille. Parfois, je me demande si j'ai été trop dure, si j'aurais dû essayer de sauver le mariage de mon fils, mais je me souviens alors de ce que je ressentais dans cette maison, invisible, rabaissée, ayant peur de ma propre belle-fille. Je me souviens du café à l'odeur étrange, des documents cachés, des plans sinistres que j'ai découverts. Et je comprends que je n'ai pas seulement sauvé ma propre vie. J'ai sauvé Marcel d'une relation toxique. J'ai sauvé les enfants de grandir dans une maison pleine de mensonges. J'ai sauvé toute la famille d'une personne qui était capable de tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de mon appartement et que je vois le soleil se lever sur la ville, je ressens une immense gratitude d'avoir trouvé la force de réagir, d'avoir découvert qu'à 73 ans, je peux encore faire des choix courageux, je peux encore changer le cours de mon histoire. Mon silence ce matin-là, quand j'ai fait semblant de boire le café et que j'ai échangé les tasses, a été le premier pas d'un voyage de découverte de soi. Découvrir que la bonté n'est pas synonyme de faiblesse, que la gentillesse ne signifie pas tout accepter, que l'amour de soi qui est la base de tous les autres amours. Si cette histoire vous est parvenue, si elle a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que notre âge ne définit pas notre capacité à nous battre, que notre expérience est notre plus grande arme contre ceux qui essaient de nous rabaisser. La vie m'a appris que le véritable amour n'exige pas de sacrifices extrêmes, n'exige pas que nous nous effacions, ne nous oblige pas à accepter des miettes. Le véritable amour nous voit, nous respecte, nous apprécie pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous pouvons offrir. Et c'est exactement cet amour que j'ai trouvé quand j'ai décidé de m'aimer d'abord, quand j'ai choisi ma dignité, ma sécurité, ma tranquillité d'esprit, quand j'ai compris que prendre soin de moi n'était pas de l'égoïsme, mais une nécessité. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, non pas parce que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, mais parce que j'ai quelque chose de bien plus précieux, la certitude que je mérite le respect, le courage d'exiger la dignité et la sagesse de savoir quand il est temps qu'on convient.